C'est seulement ce que demande la loi. La loi sur le notariat stipule que les notaires doivent être en actualité avec le droit. Voilà le secret. Vous devez être en actualité. Mais toi, par contre, le notaire, quand on vous amène ces documents par l'avocat, vous devez chercher la conformité au texte des lois. Ne dis pas parce que c'est un avocat qui l'a préparé. Non, vous serez arrêté. Vous, de votre côté, vous essayez. La plus grande question, M. Georges, de nous donner la différence. C'est ce qui est entre un magistrat et un notaire. Parce qu'on voit qu'il y a un dossier qui arrive chez un magistrat. Par rapport à telle loi, par rapport à la loi civile, par rapport au code civil, par rapport au code de la famille, au code foncier et tout ça. Donc le notaire doit être un juriste à prendre tout ça. Merci mesdames et messieurs, vous qui nous suivez chaque moment, chaque jour sur Matata TV, vous qui êtes scientifique, vous qui comprenez mieux ce que nous avons comme souci de pouvoir expliquer à tous les jeunes étudiants, à toute la population, toutes les matières concernant la science à République démocratique du Congo. Vous avez beaucoup vous nous avez dérangé, on dira, je dirais comme ça, de pouvoir, qu'on puisse intégrer cette matière de notariat dans notre émission. La fois passée, il y avait entre moi et vous, j'étais au plateau, et je vous avais promis que j'irais à Kinshasa rencontrer parmi les piliers, parmi les monuments de ceux-là qui font à ce que le notariat, ces métiers qui maintenant commencent à se faire connaître, comment ça fonctionne, comment est-ce que le notariat se dirige, d'où vient le notariat. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, nous nous sommes déplacés des Bandundu-Ville jusqu'à Kinshasa pour pouvoir avoir ce grand homme, ce grand monsieur, derrière lui, tout l'État congolais et derrière lui pour pouvoir lui prêter des mains pour que ce métier de notariat soit un métier connu, sorte du ghetto. Il s'agit bien de M. Georges Bombile, il est le notaire. Georges Bamobile, excusez-moi. Il est le notaire du district de Funa. C'est avec lui que nous allons nous entretenir sur ce métier de notariat. Monsieur Georges, bonjour. Bonjour, monsieur. Le notariat, c'est une science qui fait pratiquement... c'est une science qui est incorporée dans toutes les branches du droit. Hein? Donc, dans l'ensemble du droit, il y a une branche qu'on appelle le notariat. Comme il y a l'avocature, il y a le notariat, il y a la magistrature, il y a le huissariat, hein? Il y a beaucoup d'autres branches du droit, mais le notariat est une branche spécialisée du droit. Alors, pour parler du notariat, nous devons d'abord connaître l'origine du notariat. L'origine du notariat a commencé à l'époque du droit romano-germanique. Donc c'est un mot qui provient du mot italien qu'on appelle nota. Nota qui veut dire en latin écrire. Donc le mot notaire tire ses origines du mot nota qui veut dire écrire. Donc le notaire en soi, c'était, à l'époque du Moyen-Âge, c'était un scribe. Il était censé rédiger les actes du royaume. À l'époque, c'était le roi. Rédiger les actes du royaume et rédiger les dernières volontés des partis. Donc c'était le rôle du notaire à l'époque de Moyen-Âge. Alors, qu'est-ce qu'il avait de si spécial? C'était un agent qui avait une force de l'autorité publique lui conférée par l'État ou le royaume à l'époque. Il était là uniquement pour prendre avec son primitif leur dernière déclaration de prémourant, ce que nous appelons les testaments.
Donc l'expression de dernière volonté du pré-mourant, c'est ce qu'il faisait comme travail. Donc parce que quand je dis pré-mourant, quand on est dans l'article de la mort, et que quelqu'un n'est pas encore mort, quand il rédige quelque chose concernant l'article de la mort, on l'appelle le pré-mourant. Donc tout ce qui rédigeait un testament, il était considéré à l'époque comme le pré-mourant, parce que à l'époque, dans le Moyen-Âge, pour qu'on puisse parler d'un testament, c'était quelqu'un qui sentait sa mort prochaine. Hein, sa mort proche, et il rédigeait son testament, ou l'appelait, il faisait appel au notaire pour lui dicter ses dernières volontés. Vous voyez? Mais avec le temps, cela a évolué. Cela a pris une connotation autre dans le système romano-germanique, où on va conférer au notaire plusieurs tâches. Et cela a évolué jusqu'à ce jour où nous sommes dans la mondialisation. Les notaires a plusieurs attributs. Effectivement, au départ, c'était un juriste de carrière, et qui s'est spécialisé dans la formation notariale. Ici, en Afrique, nous n'avons qu'une seule école au Niger qui forme le notaire dans tout l'espace de l'Afrique francophone et l'Afrique australe et centrale. Il n'y a que l'école du notariat de Niger. Donc dès que vous terminez votre licence, vous allez encore ajouter des années au Niger pour devenir notaire stagiaire, après avoir exercé dans une étude d'un autre notaire pendant 2 ans, et on passe un concours pour devenir notaire, disons, clerc du notaire de 2e classe, et puis ensuite, avec l'expérience, vous passez notaire, pas notaire, clerc de 1re classe, pour devenir, après concours, notaire. Voilà, il y a un processus pour devenir notaire. Donc on ne devient pas notaire simplement parce qu'on est licencié en droit. Non, il y a un cursus qu'il faut faire pour devenir notaire. Et pourquoi pourquoi il n'y en a pas trop des écoles qui forment les notaires en Afrique? Pourquoi il n'y en a pas beaucoup? Parce que si on regarde bien d'après l'histoire de chaque pays d'Afrique, hein, nous verrons que l'administration à l'époque, c'était une administration coloniale. Et l'administration à l'époque de la colonisation, c'était plutôt lui-même les colonisateurs qui jouaient le rôle de notaire en Afrique. Je peux citer un exemple. Il y avait les années 2023 ou 1923, 21, 41 à l'époque, vous verrez que les acquisitions immobilières se faisaient par des notaires qui n'étaient pas sur place ici, mais c'était les notaires, par contre les notaires de la métropole, qui étaient en Belgique, qui faisaient office des notaires ici au Congo, hein, à l'État du Congo belge. Hein, je vous cite, il y a par exemple des concessions des expatriés à l'époque à Tisville, qu'on appelle communément Bandangungu. Il y a par exemple vers Kintambo, là où il y a Chanik, les maisons de cette époque-là, créées à cette époque, c'était les notaires métropolitains, ce n'était pas les notaires de la République démocratique du Congo, c'était les notaires belges. Oui. Alors, il fut un moment, vers 1950 jusqu'à 1954, lorsque on a constaté qu'au Congo, il est créé une université, c'était l'université Lovanium. C'est à cette époque que le conseil colonial belge va décider maintenant que les Congolais deviennent, les indigènes congolais, comme ils nous appelaient à l'époque, deviennent notaires. Ils ont d'abord misé sur les universitaires. Oui. Alors, pour venir remplacer, au fur et à mesure,
les expatriés qui étaient notaires. Dans la ville comme Kinshasa, Lubumbashi à l'époque, Elisabethville, Stanleyville à l'époque, Bukavu et tout ça, Goma, c'était des notaires expatriés. C'était des Belges à l'époque. C'était pas les notaires congolais. Bon, arrivé en 1957, mais il n'y a pas eu un essor considérable en matière des étudiants formés en droit. Alors, le conseil colonial va encore légiférer pour dire que non, de préférence, on a déjà assez de gens formés au sein de l'administration. Ces gens qui ont reçu une formation de l'école normale à l'époque, ils étaient dans l'administration. Et dans l'administration, nous avions les conservateurs, les titres immobiliers. Bon, il n'y avait pas de magistrats congolais à l'époque, vers les années 54, c'était toujours les blancs. Mais il y a d'autres qui étaient dans l'administration de la justice. Alors, les colonisateurs ont préféré prendre le service du notariat et l'inclure au sein de l'administration. Oui, les notariats qui étaient à l'époque coloniale libérale, c'était des notaires du métropole, qui étaient des notaires libéraux, va entrer maintenant, à cause du conseil colonial, dans l'administration publique. Parce que le conseil colonial, c'est le conseil qui légiférait en lieu et place du Parlement de l'époque. Donc c'était le conseil colonial qui va décider en 1953 que les notariats deviennent fonctionnalisés. Et ce n'est qu'à cette époque qu'on va inclure les notariats dans les attributions du ministère, de l'administration classique. Et dans cette lancée, ils ont pu comprendre que c'était plutôt les conservateurs des titres immobiliers qui avaient presque atteint le recoin de la République. Parce qu'à cette époque, si vous aviez allé à Stanleyville, à Bunia, partout, à Isiro, il y avait déjà des conservateurs des titres immobiliers. Et le conseil colonial, après 1957, va décider de donner une partie de ses attributions du notaire aux conservateurs des titres immobiliers. Cela est devenu effectif, c'est en 1959 que le conservateur va prester subsidiairement à ses fonctions de conservateur des titres immobiliers et va exercer les fonctions de notaire en matière immobilière. Et cette situation a perduré, cela continue jusqu'à l'époque de la Première République. Et en 1965, on va prendre l'ordonnance loi 344 du 9 juin 1965 qui va légiférer sur les notariats, mais malheureusement, cette ordonnance loi n'était qu'une copie calquée du décret de 1959 et des ordonnances de l'époque coloniale. Ça n'a pas eu tellement d'impact pour le Congolais. Oui, parce qu'à cette époque, le colonisateur belge avait déjà instauré en matière de notariat une discrimination à caractère raciste. Il y avait un notariat de droit civil pour les expatriés, il y avait le cadastre indigène pour les Congolais, qui était à la grande place, et vous le verrez à cette époque à Boma et à Matadi, le chef-lieu des provinces, il y avait ce qu'on appelait le notariat des indigènes, pas les notariats, mais on l'appelait le bureau de reconversion des titres et cadastre indigène. Donc, à cette époque, l'indigène congolais qu'on appelait indigène, les autochtones n'avaient pas droit à un certificat d'enregistrement. Nous avions seulement droit à un titre de propriété qu'on appelait le livret de logeur, qui avait des conditions élaborées en rapport avec
le décret de 1950, le décret royal, où on parlait, et du gouverneur général, où on parlait de comment devenir propriétaire, il faut entretenir au-delà de votre maison sur la voie publique 5 mètres, vous devez entretenir tout cela. Voilà, c'était ce genre de législations qui étaient réservées uniquement créer une discrimination. À cette époque, ce bureau était logé là où il y a le stade du Martyr, qu'on appelait communément à l'époque la Grande Place. C'était où étaient logés ces services-là. Ça faisait partie du service administratif et juridique de la ville. Oui. Donc à cette époque, les attributions étaient tellement scindées entre l'administration centrale et l'administration de la ville, avant qu'on ne puisse accéder vers les années 80 à la déconcentration territoriale. Donc, les notaires dépendaient du gouverneur de la ville, à l'intérieur, ils dépendaient de l'administrateur du territoire, le gouverneur, ce sont ces gens-là qui les nommaient. Oui. Alors, en ville, on a eu à voir passer plusieurs notaires. Et je peux citer, il y a le vieux Betuel, il y a eu Ntiku Makaya, il y a eu le fameux Massambobo, dont nous sommes sortis de cette école, de son école. Il y a eu plusieurs notaires, j'en passe. Voilà. Mais, avec le temps, en 72, en 1900, non, pas en 72, en 2012, la RD Congo se voit adhérer au sein de l'OADA, et quand il a ratifié les instruments de l'OADA, il y a eu un changement dans les régimes juridiques de notre droit. L'OADA étant régi par le traité international, et ces traités étaient au-dessus de toutes nos lois parce que nous l'avons ratifié. Et cette loi-là, le traité-là, avait imposé une ligne de conduite à tous les États membres, dont la RDC. Oui. C'est sur base des recommandations de l'OADA qui voulait faire de tous les États membres des États ayant une législation commerciale et d'affaires unique. Oui. Alors, il fallait à tous les États membres soit d'harmoniser leur législation, à ce que cela se rapproche au droit OADA, à la législation OADA, d'harmoniser, ou carrément de revoir leur législation et de l'adapter au texte OADA. Et la RDC, ayant été partie, les membres de l'OADA étaient appelés à harmoniser certains textes de la République et à les adapter aux recommandations de l'OADA, afin d'avoir le droit harmonisé avec ceux des autres membres des États partis. Et l'OADA a obligé tous les États partis d'avoir un notariat libéral, un notariat qui ne peut pas être inféodé à l'administration, comme actuellement nous sommes encore inféodés à l'administration. Notre nomination passe par des critères administratifs. Bon, malgré qu'il y a eu une nouvelle loi, il y a d'abord les critères administratifs, il y a aussi des critères de formation. Oui. À l'époque, vous verrez qu'il y avait des notaires qui n'avaient pas la qualification des juristes. C'est un ancien fonctionnaire ayant été élevé dans le grade de chef de bureau. Peut-être que c'est un ancien diplômé de l'école normale, il faisait office de notaire. Mais avec la loi 16/010 du 15 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement du notariat en République démocratique du Congo,
c'est cette nouvelle législation qui a donné une dynamique au notariat congolais actuel. Donc, il y a d'abord les critères de formation, parce que il y a eu encore de quelques couacs pour la mise en application totale de cette loi. Parce que la loi actuelle parle de licenciés en sciences notariales, en droit notarial. Or, dans nos universités, il n'y a aucune université qui forme les notaires. Il n'y a pas cette branche-là au sein de nos universités. Alors, c'était la raison pour laquelle on a essayé d'harmoniser afin de passer outre cette imposition de la loi. On a accepté de prendre d'abord un juriste qui a une formation, un diplôme de droit en général. Bon. Il y a encore un deuxième problème qui s'est posé, c'était l'étude où les notaires qui accèdent à la profession doivent suivre leur stage. Il s'est fait que la loi parlait de cela, oubliant qu'il n'existait que des offices notariaux administratifs où les notaires étaient des fonctionnaires. Donc ce n'était pas encore des études, parce que ce n'était pas des études privées d'un notaire libéral. Bon, la loi ici parle d'un notaire libéral. Donc dans tout cela, il fallait arriver à harmoniser le texte et mettre ensemble ces textes avec le paramètre actuel pour arriver à canaliser ne fût-ce que l'installation de la première chambre des notaires, où nous aurons des licenciés en droit, mais avec les notaires, les anciens notaires, les anciens notaires fonctionnaires qui ont un diplôme de droit et qui ont une expérience de plus de 5 ans. Oui. Donc c'est pour que les jeunes qui viennent dans la profession, ou le futur notaire qui vient, parce que la loi parle, vous pouvez être un ancien magistrat, un magistrat omis, ou l'avocat omis, vous pouvez faire partie de la profession. Oui. Là pour eux, il faut que vous puissiez passer un stage d'une année pour les magistrats et les avocats. Mais pour les autres, les communes mortelles, c'est 2 ans de stage. Oui. Donc c'est une matière spéciale où, même si vous êtes avocat ou vous êtes magistrat, vous devez apprendre d'autres moyens qui vous permettront de vous adapter, vous les autres de nouveau. Parce qu'il y a un style d'écriture en matière notariale. Il y a des impératifs, il y a des solennités qu'on doit respecter dans la rédaction. Oui. Alors, cela amène à ce que les nouveaux notaires doivent passer par un stage. C'est obligatoire du fait de la loi. Voilà, la plus grande question, M. Georges, de nous donner la différence. C'est ce qui est entre un magistrat et un notaire. Parce qu'on voit qu'il y a un dossier qui arrive chez un magistrat, peut-être les magistrats vous disent, pour ces dossiers-là, il faut aller voir un notaire. Vous verrez un dossier qui arrive chez les notaires venaient passer d'abord par les magistrats. Alors l'État congolais a défini comment les attributions entre un magistrat et un notaire. Quelles sont les limites de l'autre et de l'un de l'autre? Je pourrais vous dire que la loi n'a pas totalement cerné à chaque officier ministériel les compétences qui lui sont dévolues. Il y a disons, les compétences propres aux magistrats, il y a les compétences propres aux notaires. Mais il y a d'autres compétences qui se font entre les deux. Par exemple, la loi stipule que là où il n'y a pas de magistrat, il n'y a pas de notaire,
le magistrat peut faire office, le magistrat du parquet, effectivement, peut faire office du notaire. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il a des compétences qui peuvent amener à ce qu'il puisse jouer un rôle comme un notaire. Là, ce n'est pas dans les attributions classiques du magistrat, mais c'est extra-professionnel. Mais c'est la loi du notariat qui l'autorise à le poser. Quelqu'un qui, par exemple, qui voulait rédiger une procuration, il était, par exemple, pas à Bounia, à Mambasa, par exemple. Il veut confier un mandat à quelqu'un qui est ici sur place. Mais il peut le faire et aller voir le procureur du Tripin, du TGI, pour légaliser, certifier sa signature et le contenu. Il l'envoie ici, on va l'accepter. Vous voyez? Mais il y a aussi des attributs du notaire qui font office des attributs du magistrat. Pourquoi? Parce que la nouvelle loi sur le notariat confère la qualité d'officier public et ministériel au notaire. Il y a aussi, il est conseil des partis. Quand il joue le rôle de conseil du parti, il ne se substitue pas à l'avocat, mais le droit l'oblige à conseiller les partis utilement avant d'arriver à prendre l'acte. Hein? Parce que si c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas en matière de droit et qui vient devant le notaire qui se connaît en matière de droit, et ce monsieur, sans raison par exemple, passe à déshériter un ou deux enfants alors que la loi sur le code de la famille a prévu des modalités de déshérence ou d'excédération des enfants ou des héritiers. Oui? Mais le notaire le sait pertinemment bien parce qu'étant juriste, il peut conseiller avant qu'il puisse prendre acte de ce testament ou de cet acte de déshérence. Oui. Là, il joue son rôle de conseil des parties et de juge préventif. Parce que s'il n'avait pas fait la prévention, et le monsieur devait se retrouver, soit après sa mort, ses enfants allaient être en conflit, et ces conflits allaient être devant le juge qui tranche les dossiers. Le notaire, lui, ne tranche pas, mais il conseille pour arriver à trouver la paix sociale. C'est un magistrat de paix sociale. Ok. Tandis que le juge, lui, c'est un magistrat qui tranche les litiges. C'est un magistrat, c'est un juge de contentieux. Et qui condamne. Ah oui. Mais les notaires ne condamnent pas. Ne condamne pas, il conseille. Et il vous amène à établir un document approprié. Où toutes les parties ne sont pas lésées. Est-ce qu'il y a des dossiers aussi qui vous arrivent des fois, vous n'arrivez pas à mettre toutes les deux parties en accord? Alors, quelle est la décision finale que vous prenez? Vous savez, le notaire étant juge préventif, il est connaisseur de droit. Mais si les parties ne comprennent pas, vous arrivez à leur inculquer le fait du droit. Voilà le droit dit ceci. Et si vous ne faites pas cela, voilà les conséquences. Vous montrez aux parties quelles sont les conséquences. Et si c'est un dossier qui va vous entraîner, vous notaire, devant les cours des tribunaux pour rien, vous leur dites non. Moi je trouve que ce n'est plus le temps de voir un notaire, allez apporter votre contentieux devant les cours des tribunaux. Parce que le notaire lui-même joue aussi le rôle d'arbitre. Des entreprises peuvent être en conflit, ou bien deux parties peuvent être en conflit. Mais ils peuvent venir devant le notaire. Vous les conseillez utilement, voilà le droit ici, voilà le droit là-bas. Alors, bon, pour qu'il n'y ait pas la perte de temps, en suivant la procédure normale, parce que obtenir un jugement qui condamne ou qui donne l'avantage à vous en tant que prétentieux de droit,
Hein? Ça peut vous prendre des années. Mais si vous allez dans ce sens-là, il joue le rôle d'arbitre. Il conseille et trouve l'arbitrage pour trouver la voie tangente entre les deux et trouver une solution qui peut amener la paix. Et qui sera sanctionnée, bien sûr, par un acte notarié. Parce que l'acte notarié établi par un notaire, cela a une force probante. C'est un acte qu'on peut considérer un acte qui est vrai. Et pour dire que c'est un acte faux, il faut arriver, vous en tant que parti, qui le contestez. Et le contestez devant le cours des tribunaux. Mais c'est une procédure qu'on appelle des inscriptions en faux. Voilà pour vous dire que notre législation pénale est aussi en retard. Parce que chez nous, il y a seulement le faux et l'usage des faux. Mais comment vous pouvez dire, quelqu'un qui vient avec son acte, le notaire annexe un acte notarié, à la fin des comptes, vous allez accuser le notaire, non, il est passible d'avoir causé les faux. Non, lui n'a fait qu'enregistrer votre acte. Et il a posé ses sceaux pour dire que cet acte-là était vrai. En quoi il est responsable des faux. Raison pour laquelle l'infraction pour poursuivre les notaires actuellement en matière de droit des notariats, c'est l'inscription en faux. Parce que le notaire, ce qui joue chez lui, ce n'est pas encore les signatures, ce sont des inscriptions qui portent sur ces registres qui est vrai et qui a un caractère de véracité. Quand le juge trouve un acte de notariat, il dit voilà la vraie, hein, disons, l'acte qui est accepté. C'est à l'autre partie qui conteste de venir prouver que cet acte-là est faux. Et c'est cette procédure-là qu'on appelle la procédure d'inscription en faux. Parce que le notaire a porté des fausses inscriptions qui avantagent quelqu'un qui n'avait pas le droit. Alors, il faut amener les moyens pour contrecarrer cette preuve-là. Voilà. Donc ce ne sont pas le faux que commet le notaire, c'est l'inscription en faux. Parce qu'un notaire qui doit être modèle dans notre déontologie, voilà. Il ne peut pas lui-même aller dans des combines, parce qu'il sait qu'avec sa signature et ses inscriptions, il va accorder un avantage à quelqu'un d'autre. Et s'il participe dans le faux, vous savez comment est-ce que nous sommes condamnés? Vous allez être civilement responsable de tous les dégâts. Oui. Et on vous condamne pénalement, vous êtes radié. Donc je ne crois pas un notaire qui est un notaire libéral, qui est conscient de ce qu'il fait, ne peut pas aller dans des combines. Là, directement, M. Georges, vous faites quand même appel à la jeunesse qui nous suivent, qui veulent embrasser cette profession d'être honnête. Un notaire, c'est quelqu'un qui doit être honnête. Aux étudiants en droit. Parce que la carrière de notaire, c'est une opportunité de travail pour les juristes. Hein, les nouveaux juristes qui viennent dans la vie professionnelle. Mais il faut qu'ils sachent que le notaire a le devoir et les obligations. Et surtout dans la déontologie professionnelle, le notaire est lié. Il est lié à beaucoup de choses. Il y a des devoirs surtout. Même dans la rédaction de l'acte, il y a des petites erreurs, si vous commettez, il y a la nullité de l'acte. Dans le partage des héritages, surtout lorsqu'il y a un testament, vous voyez un notaire qui... Non, ce n'est pas dans le partage, c'est dans la rédaction. La rédaction, ok. La loi dit que dans tel acte, le notaire doit se situer là où il est, dans le préambule. Il doit cerner le territoire où il est compétent. Vous voyez, quand j'écris, dans le préambule, par exemple, l'an 2023, le 15e jour du mois, soit de juillet, nous, Georges Edgar Mamobile, notaire assermenté, parce que le notaire doit être assermenté. Oui. Notaire assermenté de la ville de Kinshasa, soit Funa, soit Gombe, cour d'appel Gombe, parce qu'actuellement, la compétence, c'est la cour d'appel administrative. Donc vous devez vous situer. Oui. Voilà. Il y a encore d'autres rédactions.
où vous devez faire ressortir votre état de santé. Ou soit l'état de santé de l'interlocuteur, de la partie qui vous consulte, pour savoir s'il était sain de corps et d'esprit. Ok. Donc ce sont des impératifs de la loi. Et les autres disons, phrases ou clauses que le notaire va y mettre, ce sont des solennités qui sont obligatoires dans un acte notarié. Il y a un style pour écrire. Il y a des parties dans un acte notarié. Voilà. Voilà. Donc, ce n'est pas une profession où vous quittez directement l'université, vous venez, vous nommez notaire, non. Vous risquez d'être arrêté tout le temps. Parce que quand on vient au travail, le matin on dit « Oh Dieu, prête-moi ton attention que je ne tombe pas dans le piège. » Parce que vous savez, il y a des faussaires partout. Vraiment. Quelqu'un peut arranger une procuration de vendre la maison d'autrui. Si vous n'y prenez pas garde, vous authentifiez, donnez la valeur, la force probante à cette histoire, il va vendre et demain vous êtes invité devant les causes de tribunaux. C'est ça. Donc ce n'est pas une profession où on prend... Non, c'est une profession de matin quand vous sortez de la maison. Vous dites, Dieu, il faut garde-moi de tous ceux qui peuvent venir, des mauvais. Et quand vous rentrez à la maison le soir, vous dites, ouf, j'en ai échappé belle. Et c'est tous les jours ainsi. Donc nous vivons dans des stress par rapport à telle loi, par rapport à la loi civile, par rapport au code civil, par rapport au code de la famille, au code foncier, tout ça. Donc le notaire doit être un juriste à apprendre de tout cela. Voilà, c'est la raison pour laquelle notre toute dernière partie de cette émission, nous allons parler de vous. Pourquoi vous êtes devenu une référence dans le notariat à République démocratique du Congo. Depuis Bandundouville, les jeunes qui ne vous ont jamais vu vous connaissent déjà. Pourquoi? Parce que vous êtes la seule, je dirais, la seule personne qui valorise cette profession de notariat, des notaires, je dirais. Vous initiez des conférences, peut-être par vos propres fonds. Vous cherchez de tous les moyens à faire sortir cette profession du ghetto. Voilà la raison pour laquelle, en 5 minutes, nous allons parler de vous. Merci vous avez beaucoup. travaillé dans cette profession jusque-là irréprochable. Quel est votre secret? C'est seulement ce que demande la loi. La loi sur le notariat stipule que les notaires doivent être en actualité avec le droit. Voilà le secret. Vous devez être en actualité avec le droit. Et le droit naît, se refond, demain il y a des modifications, il y a des lois nouvelles. Vous devez être adapté. Hein? Et surtout, par exemple, un notaire doit être bien formé sur le cours de sûreté. Il doit faire attention sur ce cours de sûreté. Parce que les gens, la population a l'habitude d'aller hypothéquer les biens pour avoir de l'argent. OK? Et le notaire est appelé des fois, hein, très souvent, à vendre les immeubles aux enchères. Hein? Et il y a des risques si vous vendez un immeuble d'habitation avec des enfants mineurs dedans. Est-ce que l'OADA l'autorise? Mais les parties peuvent dire que je me suis fié au notaire. Parce que vous êtes connaisseur. C'est de cribler les questions devant la barre. À ce moment, vous allez vous sentir ridiculisé par le juge. Hein? Donc le notaire est obligé d'être en actualité avec le droit. Voilà. Mon secret, c'est celui-là. Et d'être en permanence en formation. Je ne suis pas le seul qui, disons, transporte l'emblème du notariat congolais. Il y a entre autres mon jeune frère, le professeur Lobo de l'IPC, qui, à l'époque, était notaire au guichet unique. Lui aussi est professeur de droit au WADA, surtout en matière de droit commercial, de droit de société. Hein? Il est aussi notaire. Il y a d'autres notaires qui travaillent au guichet unique de création des entreprises. Il y a
d'autres notaires parmi les notaires classiques dont nous sommes. Parce qu'il y a des notaires qui travaillent au sein du guichet unique. Il y a des notaires classiques que nous sommes. Parce que nous avons une compétence générale. Et les autres ont une compétence restreinte parce qu'ils statuent seulement sur la matière du droit des sociétés. Oui? Mais nous, par contre, on embrasse tout. Donc, vous devez maîtriser le code de la famille. Dans le code de la famille, nous avons le régime matrimonial, nous avons l'identification, nous avons la donation des successions, la succession, la donation, tout ça, les testaments, il faut maîtriser les conditions de l'applicabilité de ces textes. Vous devez le savoir. Mais si vous ne le connaissez pas, quelqu'un rédige ou soit un avocat qui est... Parce que l'avocat est censé aider son client. Il va seulement être penché à ce que son client veut faire. Mais toi, par contre, le notaire, quand on vous amène ces documents par l'avocat, vous devez chercher la conformité au texte des lois. Ne dis pas parce que c'est un avocat qui l'a préparé. Non, vous serez arrêté. Vous, de votre côté, vous essayez de voir est-ce que la volonté exprimée dans ces contrats est bel et bien conforme à la loi. Voilà le secret. Et si vous croyez que c'est la routine, je viens aujourd'hui, je le fais, demain je viens, je fais, demain je viens, je fais. Non, ce n'est pas la routine. À cause d'un petit piège, vous pouvez des fois perdre votre carrière. Moi j'ai 13 ans presque, dans cette fonction. C'est parce que on a été honnête envers nous-mêmes et envers l'État et en respectant le droit. Voilà. C'est que je vous demande de dire aux téléspectateurs et aux auditeurs, c'est en étant un bon juriste qui apprend, qui met en pratique et qui respecte le requérant. Et en leur prodiguant des conseils tels que la loi vous demande de les faire avant de prendre l'acte décisionnel. Parce que quand vous allez élaborer l'acte notarié, sache que c'est parti. Vous n'aurez plus le droit de l'annuler. Le notaire n'a pas le droit d'annuler son acte notarié. Étant officier ministériel, si vous le faites, vous créez de l'insécurité juridique alors qu'on vous a placé là-bas parce que c'est question de foi. Les requérants auront toujours foi à ce que tu fais. Mais vous le faites aujourd'hui, demain vous annulez. Parce que c'est un bon juriste. Le notaire comme ça, on vous le prend, on vous fout en prison, ou soit on vous bannit sur l'ordre de notaire. Donc il faut être conscient de ce qu'on fait. Et travailler dans la légalité. Et surtout apprendre chaque jour. Être à la page. Voilà ce qu'on demande aux notaires. Être à la page, être d'actualité en matière de droit et être respectueux des règles professionnelles déontologiques. Et avez-vous un projet pour la relève? La relève, oui, les projets n'en manquent pas. Les projets n'en manquent pas. Si on a organisé des conférences, s'il y a des interviews que nous passons à la radio, à la télé, c'est pour faire éveiller dans la conscience des futurs juristes qui veulent des fois devenir professionnels en matière notariale, soit qui n'avaient pas les ambitions à faire un métier de droit, d'être orienté soit par le notariat, soit par une autre profession. Ça éveille la conscience des jeunes juristes. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons point à cette émission du jour. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention, vos jeunes étudiants, jeunes juristes qui aspirent à embrasser cette profession. Vous avez écouté M. Georges Mobilé. Tout ce qu'il a dit, c'est très fondamental. Ce n'était pas un métier qu'on s'est réveillé aujourd'hui. Demain, on s'est dit notaire. Il faut quand même s'investir. Il faut
apprendre, il faut respecter les normes, il faut respecter les lois instaurées par cette profession. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.